Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Ces mots de James Tiberius Kirk, capitaine de l'USS Enterprise, traversent l'espace-temps et résonnent 3 siècles en arrière, sur la planète Terre, dans le gymnase de la Miami Palmetto Senior High School. Espace, frontière de l'infini, articule Jeffrey Preston Bezos du haut de son estrade. Étudiant d'honneur de sa promotion, il a décroché le privilège de prononcer un discours d'adieu. Sur le ton le plus sérieux, il expose son rêve. Construire des hôtels dans l'espace, des parcs d'attractions et des colonies pour 2 à 3 millions de personnes en orbite autour de la Terre. L'objectif est que tous les hommes quittent la Terre pour la transformer en un grand parc naturel. L'allocution terminée, les autres élèves du lycée applaudissent. Dans les gradins, certains s'amusent des improbables ambitions de leurs camarades. C'est un surdoué, ça, tout le monde en a conscience. Dès qu'il s'est lancé dans la course au titre de major, la seule compétition qui restait était de parvenir à être numéro 2. Mais décidément, il en fait trop. Il devrait peut-être arrêter de regarder Star Trek, rit-on. Jeffrey Bezos soupçonne ses moqueries, mais n'en a cure. Ses propos n'ont rien d'élucubration. À la rentrée prochaine, il s'envolera pour le New Jersey, entamer un cursus en sciences de l'informatique dans la prestigieuse université de Princeton. Quelle que soit l'image qu'il entretient de son avenir, elle implique toujours une chose. Devenir riche. Très riche. Et Jeff ne manquera pas de parvenir à ses fins, au risque de passer pour un homme dont l'unique ambition est d'accroître sa fortune au détriment des plus modestes. Mais en réalité, l'argent n'a pour lui que peu d'intérêt en soi. Ce qu'il désire, c'est reculer l'impossible. Aller dans le lointain espace. En un simple clic, le panier est validé, l'achat effectué. Aussitôt, elle est prise en compte par un centre de distribution à proximité. Ce pourrait être celui de Brétigny-sur-Orge, un immense entrepôt de 152 000 m², un temple dédié à l'efficacité, un concentré de technologie au service de la logistique. Un algorithme invisible est le chorégraphe de cet étrange ballet robotique, déplaçant les étagères jusqu'aux employés chargés de la collecte. Des biscuits jouxtent des casques de football américain ou des jouets Digimon. L'apparent chaos de cette organisation cache un objectif, empêcher que les pickers sélectionnent le mauvais produit. C'est la même chose dans d'autres centres moins automatisés, où des manutentionnaires parcourent jusqu'à 20 km par jour pour préparer des commandes, guidés par un terminal calculant l'itinéraire le plus rapide, tout en les chronométrant. D'interminables tapis roulants traversent ces cavernes d'Alibaba modernes, des centaines d'employés scannent, empaquetent, portent, aidés par des bras robotiques. À peine quelques heures après validation d'un panier, la commande est confortablement installée à l'arrière d'un camion qui prend la route jusqu'à un centre de tri. Puis un livreur prend le relais, une sonnerie retentit, la porte s'ouvre, bonjour, merci, au revoir. Et le carton espiègle change de main. Quel que soit ce produit, il est arrivé à son nouveau propriétaire en moins de 24 heures. Telle est l'expérience, chaque jour, 2 millions d'acheteurs. Amazon.com s'est immiscé en un quart de siècle dans la vie des personnes désireuses d'acquérir rapidement et à bas coût ce qui leur fait envie. De modestes librairies en ligne, le site est devenu une boutique à tout vendre dématérialisée. 34 millions de produits sont commandés quotidiennement parmi les 300 millions de références disponibles. Présent dans 17 pays comptant plus de la moitié de la population mondiale, Amazon est à l'origine de 18% du volume total des achats effectués sur Internet. 238 milliards de dollars de ventes rien qu'en 2018. Mais Amazon n'est que la surface de l'eau. Perçu à juste titre comme un géant du e-commerce, Amazon est aussi et surtout une entreprise technologique avec Amazon Web Services. Avant l'émergence du Web 2.0, la firme basée à Seattle a commencé à distribuer son infrastructure d'informatique cloud, autrement dit louer à distance des serveurs pour stocker des données ou user de puissance de calcul.
Début des années 2000, Larry Page, cofondateur de Google, obtenait toujours la même réponse à sa question posée aux jeunes start-upers: comment bâtissez-vous vos systèmes informatiques? Sur les serveurs d'Amazon. Cachés aux yeux du monde, ces data centers, bunkers climatisés aux allures de couloirs de vaisseaux spatiaux, hébergent un tiers des données mondiales. Un influenceur publie une photo de son dernier repas sur Instagram, elle est stockée chez Amazon. Un sériephile regarde Stranger Things sur Netflix, son épisode est stocké chez Amazon. Les ingénieurs de la NASA, les espions de la CIA, en France la SNCF, Decathlon, Airbus, Orange et d'autres, utilisent les serveurs d'Amazon Web Services. Amazon, c'est également plus de 100 marques génériques et 5 fois plus de marques exclusives, le leader mondial de l'enceinte connectée et des liseuses électroniques, des studios de cinéma raflant des Oscars, une flotte d'avions, le Washington Post. Amazon séduit de plus en plus de consommateurs, mais son ascension fulgurante inquiète et cristallise les colères. Ce catalogue presque illimité et son irruption dans tous les secteurs économiques semblent contre nature. La crainte du monopole rôde. La fiction de la corporation tentaculaire semble prendre vie. Derrière le service client exemplaire, nombreuses sont les personnes à pointer du doigt les manœuvres d'Amazon pour échapper à l'impôt, son mépris des politiques des prix des fabricants, des fournisseurs et des prestataires qui plongent des industries dans la panique. Les entreprises ayant fait les frais de sa volonté de proposer des prix toujours plus bas ne se comptent plus. À cela s'ajoutent les critiques sociales, sa masse salariale étant majoritairement constituée de manœuvriers mal payés soumis à un rythme de rendement effréné, et écologique, son empreinte carbone reflétant un appareil logistique démesuré. Amazon incarne un modèle en rupture avec le vieux monde du commerce de proximité et du contact humain, une caricature du capitalisme déchaîné. On soupçonne des dents carnassières derrière son sourire. Qu'est-ce que serait l'opposé d'Amazon? Une petite boutique qui se contenterait de proposer une sélection de produits haut de gamme et qui capitaliserait sur son savoir-faire spécialisé, son ancrage dans l'économie locale et l'aimable personnalité de son propriétaire. Roadrunner Bike Center à Glendale dans la banlieue de Phoenix, Arizona, correspond bien à cette définition. Cette modeste devanture aux lettres rouges cache un paradis pour les passionnés de cyclisme. On y trouve parmi les marques les plus réputées et le gérant ne rechigne jamais à mettre les mains dans le cambouis pour réparer des vélos et conseiller ses clients. Brad Stone, journaliste chez Bloomberg, pousse la porte vitrée. S'il est là, ce n'est pas en tant que cycliste, son truc à lui, c'est plutôt l'actualité de la Silicon Valley et les entreprises de l'économie du web. Une allée de vélos coupe la boutique en 2 couloirs. Sur le mur de gauche, d'autres vélos sont suspendus. Sur celui de droite, ce sont des accessoires. Au fond de l'échoppe, le comptoir de tôle derrière lequel se tient un vieil homme aux cheveux d'argent et au visage rubicond. Brad Stone s'approche, hésitant. Il n'a pas annoncé sa venue et ignore quelle pourrait être la réaction de l'homme. A-t-il bien affaire à Ted Jorgensen? Oui. Très bien. La discussion s'amorce après quelques politesses d'usage. Belle boutique que voilà. Les affaires marchent-elles? Oui. Tant mieux. Connaissez-vous Amazon.com? Non. Ah. Et Jeff Bezos? Non plus. D'accord. Cela va s'avérer plus compliqué que prévu. Ou peut-être plus simple. Le journaliste se lance, mais le vieux vendeur de vélos ne semble pas comprendre. Il y a erreur sur la personne, répond-il. Mais Brad Stone sait qu'il n'y a pas d'erreur. Il lui mentionne alors les noms de Jacqueline Gies, sa première femme, et de Jeffrey, le fils qu'il avait eu il y a près de 50 ans. Ted Jorgensen semble se figer, le visage empreint de tristesse. Son regard oscille entre l'émotion et l'incrédulité. « Est-il encore vivant ?» demande-t-il. On peut presque entendre les trémolos dans sa voix. « Votre fils est un des hommes les plus puissants de la planète », répond Brad Stone. Ce fils n'est autre que Jeffrey Preston Bezos. Bien avant d'être vendeur de vélos, Ted Jorgensen était artiste de cirque et champion de monocycle. À peine âgé de 18 ans, il avait eu un enfant avec Jacqueline Gies, Jeffrey. Mais cette situation précaire et son alcoolisme eurent raison de cette trop jeune famille. Quelques années après leur séparation, Jackie retrouva un homme, Miguel Bezos, et prit à tête de ne plus interférer dans leur vie. Il accepta et Jeffrey Jorgensen devint Jeffrey Bezos. Si son père biologique ne laisse aucun souvenir à Jeff, il sembla lui laisser de bons gènes. À 8 ans, il obtint une note particulièrement élevée à un test d'aptitude et intégra un programme pour enfants surdoués. Son nom resta pendant toute sa scolarité au sommet des tableaux d'honneur. Depuis le discours d'adieu dans son lycée, il n'a pas beaucoup changé. Il s'est rasé la tête pour en finir avec sa calvitie précoce, attirant davantage l'attention sur ses grandes oreilles rondes.
Il pèse également 130 milliards de dollars de plus grâce à Amazon.com, site qu'il a créé en 1994, au terme d'études brillantes et de 7 ans dans des fonds spéculatifs de Wall Street. Voici donc le visage derrière Amazon, un crâne chauve, une mine affable et un rire tonitruant qu'il fait volontiers éclater sur les plateaux de télévision. I don't know. It'll be a test of your credibility. L'histoire d'Amazon n'est pas celle d'un long fleuve tranquille. Si la firme de Seattle a profité à ses débuts de l'emballement pour le web naissant, ce qu'on a appelé la bulle internet, elle a rapidement été confrontée au chaos d'une expansion trop rapide, des mauvais choix d'acquisition et une difficulté croissante à justifier des pertes abyssales. Ce n'est qu'en 2002 qu'Amazon commence à avoir un bilan positif et mieux maîtriser les secousses provoquées par son développement frénétique. Le cours de l'action plane longtemps en dessous de $10 avant de décoller courant 2014. Amazon a réussi à traverser ces turbulences grâce au choix avisé de Jeff Bezos et devenir le leader mondial du e-commerce. Jeff a atteint sa première ambition, devenir riche, très riche. Mais ne lui en restait-il pas une autre ? En 2003, bien avant qu'il retrouve la trace de son père biologique, Brad Stone avait déjà révélé quelque chose d'important sur Jeff Bezos. La rumeur d'une entreprise de Seattle dédiée à l'espace, nommée Blue, circulait dans les couloirs de la Silicon Valley. Le journaliste n'était que stagiaire chez Newsweek, mais avait déjà un bon flair pour les scoops. Le siège de cette société spatiale n'était autre que celui d'une compagnie bien connue, Amazon. En pleine nuit, Brad Stone se rendit à une adresse trouvée dans les registres de l'État de Washington. Là se dressait un grand entrepôt. Sur le auvent de porte, des lettres blanches luisaient dans l'obscurité. Blue Origin. Malgré les voitures garées sur le parking, rien ne bougeait. Le journaliste fouilla dans une poubelle et emporta une liasse de papier. Ces documents, riches d'informations, permirent à Brad Stone d'écrire le premier article sur Blue Origin, Bezos dans l'espace, qui en révélait l'objectif, construire un vaisseau spatial nommé New Shepard, en hommage à l'astronaute pionnier Alan Shepard, et à long terme, établir une présence humaine durable dans l'espace. Fier de sa découverte, le journaliste envoya son article à Jeff Bezos lui-même, glissant au passage dans son mail une pique à la NASA, selon lui dépassée par la témérité d'entrepreneurs tels que Jeff et Elon Musk. Jeff who? Peut-être que sans elle, le multimilliardaire n'aurait pas répondu. Bref et secret sur Blue Origin, il rebondit plus longuement sur sa remarque. Ce que vous avez écrit est partiellement vrai et partiellement faux. Je répondrai toutefois sur un sujet car vous avez touché un point sensible, celui concernant la NASA. Il est essentiel d'avoir un contrepoint. La NASA est un trésor national et dire que quiconque pourrait être frustré par le travail de la NASA est complètement incohérent. La seule raison pour laquelle je m'intéresse à l'espace, c'est parce que cela m'inspire depuis mes 5 ans. Combien d'agences gouvernementales peuvent se targuer d'inspirer un gamin si jeune ? La tâche qu'accomplit la NASA est technique, très exigeante, à risque, et ses cadres continuent d'accomplir un travail exceptionnel. Si n'importe quelle petite entreprise liée à l'espace peut avoir la chance de réussir quoi que ce soit, c'est uniquement grâce aux accomplissements et à l'ingéniosité de la NASA qu'elle le devra. En écrivant ces lignes, Bezos se livre. Lui et la conquête de l'espace, c'est en effet une histoire qui a commencé tôt. À 5 ans, scotché à l'écran, il suit les premiers pas de Buzz Aldrin et Neil Armstrong sur la surface lunaire. À 11, il regarde un débat télévisé entre le physicien Gerard K. O'Neill et l'auteur de science-fiction Isaac Asimov. Nobody owns the asteroids, and the materials that are out there are, at least at the moment, free for anybody who wants to take them. Tous deux s'accordent sur un fait. Un jour, 90% de l'humanité vivra dans l'espace. Une certitude qui fait ricaner le présentateur du programme, pas le petit Jeff. Au lycée, à un âge où les adolescents commencent à être préoccupés par d'autres découvertes, Bezos répète tous les soirs la même routine après les cours. Regardez Star Trek. La lecture de grandes œuvres de science-fiction renforce sa passion pour le firmament, le projet fou du Gun Club dans De la Terre à la Lune de Jules Verne, les guerres interplanétaires des romans de Robert Heinlein, les paysages désolés de Dune, le classique de Frank Herbert, tout cela l'inspire. Qu'y a-t-il d'étonnant alors, maintenant que l'argent abonde, qu'il poursuive son rêve le plus fou et, en 2000, fonde Blue Origin. I believe on the longest time frame, and I really here I'm thinking of a time frame of a couple hundred years. So over many decades, I believe, and I get increasing conviction with this with every passing year, the Blue Origin, the space company, is the most important work I'm doing. And so there is a whole plan for Blue Origin work. I'm pursuing this work because I believe if we don't, we will eventually end up with a civilization of stasis.
which I find very demoralizing. The solar system can easily support 1 trillion humans. And if we had 1 trillion humans, we would have 1,000 Einsteins and 1,000 Mozarts and unlimited, for all practical purposes, resources from solar power and so on. Why not? That's the world that I want my great-grandchildren's great-grandchildren to live in. And by the way, I believe that we will move all heavy, in that time frame, we will move all heavy industry off of Earth, and Earth will be zoned residential and light industry. And it will basically be a very beautiful planet. Ainsi, 36 ans après son discours au lycée, Jeffrey Preston Bezos parle toujours aussi sérieusement de comment il envisage le futur. Gradatim ferociter, pas à pas, férocement. Telle est la devise de Blue Origin. Sa mission, construire une route interplanétaire et permettre aux prochaines générations de coloniser l'univers. L'entreprise s'est longtemps faite discrète, développant ses technologies. Jeff Bezos la finance sur ses fonds personnels, vendant chaque année pour $1 milliard d'actions Amazon. Aujourd'hui, elle est officiellement lancée dans la course pour la conquête de l'espace. New Shepard, une fusée réutilisable, a réussi son 12e vol de test et promet d'envoyer des touristes pour un voyage suborbital en 2020. New Glenn, un lanceur lourd, doit effectuer son premier vol en 2021 et conquérir le marché des satellites. Blue Moon sera un atterrisseur lunaire capable de déposer 3,6 tonnes à la surface de la Lune. Il l'imagine certainement rempli de cartons Amazon, livrant une colonie sur l'astre nocturne. Mais le futur, Jeff Bezos ne le voit pas que dans l'espace, il le voit aussi sur Terre. Amazon est l'entreprise qui investit le plus au monde dans la recherche et le développement. Elle ne cesse de déposer des brevets protégeant des inventions dignes d'un roman de science-fiction, centre de distribution volant, ruche de drones livreurs, réseau de galeries souterraines permettant la livraison de colis via des tubes pneumatiques, lunettes en réalité augmentée localisant les produits pour les pickers. Est-ce un roman utopique ? Bezos Expeditions, le fonds de capital risque personnel de Jeff, investissant dans des startups luttant contre le cancer et la sénescence pour permettre à tous une meilleure santé et une vie plus longue ? Ou un roman dystopique, la police américaine ayant déjà commencé à utiliser Recognition, le système de reconnaissance faciale d'Amazon, tandis qu'Alexa, l'intelligence artificielle dont les appareils Echo sont la voix, s'est invitée dans des millions de foyers américains, répondant quand on l'appelle. D'accord. Mais pour qu'elle entende son prénom, ne faut-elle pas qu'elle l'écoute à chaque instant ? Il y a peu, Amazon a choqué les États-Unis, brevetant une cage pour travailleurs. Une invention que le groupe se promet de ne pas mettre en place, mais qui ramène à la principale critique qui lui est adressée. Today, Amazon is employing 566,000 people. You are probably the biggest job creator of recent times. At the same time, you are aggressively criticized by unions and by media for paying low wages, for inappropriate working conditions. How do you deal with these accusations? If you're going to do anything new or innovative, you have to be willing to be misunderstood. If you can't afford to be misunderstood, then for goodness sake, don't do anything new or innovative. L'innovation, voilà le maître mot, celui qui prime sur tout le reste, quitte à être incompris. Jeff Bezos est un grand lecteur, et il apprécie particulièrement un auteur qui lui ressemble, Nassim Nicholas Taleb. Surnommé le dissident de Wall Street, cet essayiste spécialisé dans l'épistémologie des probabilités et des mathématiques financières a forgé dans son ouvrage Le Signe Noir le concept d'erreur de narration. Il désigne l'inclination des humains à muer des réalités complexes en histoires simplistes et rassurantes pour se protéger du caractère aléatoire, chaotique et changeant du monde. Selon Bezos, Amazon et ce qu'il représente est victime d'une erreur de narration. Ses détracteurs ne comprennent pas qu'Amazon est une conséquence des bouleversements de son époque et non une cause. Les changements subviennent d'eux-mêmes dans le sillage des avancées technologiques et des nouvelles idées. Mais la différence entre Amazon et les autres entreprises, c'est qu'Amazon a assimilé cela et cherche à devancer l'avenir pour mieux résister à ses convulsions. Ce n'est pas Amazon qui secoue l'industrie du livre, c'est l'avenir, c'était plus à dire Jeff Bezos alors qu'on l'accusait de vouloir mettre l'édition sur la paille. D'où l'importance de penser sur le long terme. Well, long-term thinking is a lever. It lets you do things that you could not do or couldn't even conceive of doing if you were thinking short-term. So if that's why, I have a project where I'm helping a group of people build a 10,000-year clock. Pour promouvoir cette vision à long terme dont il se targue, Jeff Bezos a investi $42 millions dans le projet fou de l'inventeur Danny Hillis, construire dans une montagne du Texas une horloge capable de durer 10 millénaires sans aucune intervention humaine.
une initiative que certains qualifieraient de vaine, mais qui est un symbole important pour Bezos. It's a symbol. So my view of this is that if you think about problems that you would like to solve, let's say that somebody in this room says they get assigned the task. Your job is to go solve world hunger, and I want you to do that in 5 years. If you're a reasonable person, you would decline that task because it's not really possible. But if I say to you, solve world hunger in 100 years, that just changing the time horizon all of a sudden makes it a much more interesting proposition. And then you can say, okay, well, I want to spend 5 years creating a set of preconditions that will then lead to solving world hunger. But we do need to think longer term, and I think symbols are super important. And so this clock won't do anything for 200 or 300 years probably, but it'll just be ticking and people will ignore it. But then eventually, 300, 400, 500 years from now, people will be like, there is a 500-year-old clock in this mountain over here. And some crazy people back in the 21st century built it as a symbol for long-term thinking. And 10,000 years from now, what will even exist? Nation states don't last that long. Companies don't last that long. It's very hard to imagine the world 10,000 years from now. Nul n'est oracle, pas même Jeff Bezos. Mais s'il est impossible de deviner à quoi ressemblera notre monde dans 10 000 ans, les projets et la vision de l'unique 100 milliardaire terrien offrent bien assez de matière pour tenter d'imaginer un futur plus proche. Tous les téléviseurs holographiques sont allumés pour assister à un événement historique. Le départ du premier vol habité qui doit dépasser la ceinture d'astéroïdes séparant Mars de Jupiter. Sur son pas de tir, l'USS Enterprise décolle dans un déluge de flammes. Rapidement, il quitte l'atmosphère, dépassant des stations spatiales d'où l'on peut admirer la Terre, plus luxuriante que jamais. Le vaisseau file à travers les terres, croisant sur son chemin de nombreux cargos Blue Moon et Blue Mars qui transitent entre les colonies chargées de capsules. La colonie lunaire a fêté son bicentenaire il y a peu, celle de Mars ses 70 ans. Les choses ont pris plus de temps que prévu, mais les hommes ont réussi à dépasser l'horizon bleu de leurs origines. Les surfaces du satellite terrestre et de la planète rouge, autrefois désertiques, hostiles, sont aujourd'hui parsemées de villes sous cloche. Sous leur toit de verre photovoltaïque, on distingue de la verdure, de la lumière, des buildings. Des nuées de drones vont et viennent des centres de distribution orbitaux aux cités lunaires et martiennes. Ci et là, des panaches de fumée sortent de cheminées d'usines. Toute cette logistique, permettant aux habitants du système solaire de ne jamais manquer de rien, est gérée par Amazon Cosmos. Seulement quelques heures après son envol, l'USS Enterprise s'aventure dans un tourbillon de roches, de métaux et de glace, protégé par un bouclier thermique. Les spectateurs voient s'éloigner cette arche spatiale qui doit emmener les premiers humains aux confins de notre monde. L'équipage est constitué d'éminents scientifiques et ingénieurs, moyenne d'âge 142 ans. Tous ont vu leur vie rallongée pour préserver leur talent. Dans le cockpit, l'heure est à la joie. Le commandant, un homme ridé, chauve, qui ressemble à s'y méprendre à Jean-Luc Picard, le héros d'une bien vieille série télévisée, félicite ses équipes. Jeff Bezos s'approche des écrans et articule. Jour 1. Espace. Mars, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, l'idée c'était un petit peu d'être sur un angle un peu plus frais que les trucs d'habitude sur Amazon ou les trucs un peu business, chiffres. Là on voulait faire un angle un peu original. Si ça vous a plu, pardon, vous connaissez les trucs, hein, le pouce bleu, le partage, ça aide énormément au référencement de la vidéo. Et surtout, si vous pouvez, laissez-moi un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ce qui permet en fait de me verser un salaire et de poursuivre mon activité sur YouTube. Voilà, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.